Je n'ai jamais été une personne qui se laisse emporter par des superstitions ou des peurs irrationnelles. J'ai toujours été sceptique, pragmatique et la plupart du temps centré sur ma propre réalité. Je vis une vie tranquille à Paris, je travaille comme graphiste et dans l'ensemble, j'ai une routine confortable. Mais la vérité est que, même si la stabilité a sa valeur, elle porte aussi un fardeau, l'ennui. Et l'ennui, comme je l'ai déjà découvert, peut entraîner une personne sur des chemins étranges, parfois dangereux. C'était n'importe quelle nuit, une autre nuit où l'insomnie s'est installée après une longue journée de travail. Les heures de l'horloge semblaient s'étirer à l'infini, et je me suis retrouvé à errer sur Internet sans but, attendant simplement que le sommeil me trouve. C'est alors que, sur une impulsion irrationnelle, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'avais entendu parler du Deep Web, la face cachée d'Internet où se cache tout ce qui est étrange et interdit. Pourquoi ne pas voir ce qu'il y avait à portée de quelques clics? La configuration pour entrer n'a pas été compliquée. Quelques tutoriels sur YouTube, les logiciels installés, et le tour est joué. J'étais dans un nouveau monde, un monde souterrain, plein de forums anonymes, de sites web obscurs et de la promesse de secrets que je ne voudrais peut-être pas découvrir. La plupart des choses que j'ai trouvées étaient banales. Marchandises illégales, offres de services douteux, théories du complot et autres. Rien qui n'ait vraiment piqué ma curiosité. Jusqu'à ce que, dans l'une de ces incursions, je tombe sur un site web sans nom, juste une chaîne aléatoire dans l'adresse, qui m'a conduit à une page appelée Eyes of the Abandoned. La page était simple, sans design élaboré, juste une mosaïque d'émissions en direct, toutes en noir et blanc, montrant l'intérieur de maisons abandonnées. Certains dans des endroits qui semblaient être des forêts isolées, d'autres dans des zones urbaines. Les visuels étaient fascinants, d'une manière troublante. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ces images statiques, immobiles, attendant que quelque chose se passe. J'ai passé quelques minutes à explorer, à passer d'un appareil photo à l'autre, jusqu'à ce qu'un en particulier attire mon attention. C'était une maison à la périphérie de Paris. Je l'ai su presque instantanément quand j'ai vu le style de l'architecture. La façade a été détériorée, les fenêtres ont volé en éclats et l'intérieur a été le reflet d'années de négligence. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais cette maison m'a piégé. Peut-être était-ce la familiarité, le sentiment de proximité ou simplement la solitude qu'elle transmettait. J'ai commencé à regarder la diffusion de cette maison tous les soirs. Le temps a passé vite pendant que je regardais ces images fixes. Il ne s'est jamais rien passé, mais j'ai quand même continué. C'était comme si j'attendais quelque chose. Après quelques nuits, quelque chose s'est passé. Il regardait le salon, vide comme toujours, quand une ombre traversa la caméra. Un flou rapide, presque imperceptible. Mais c'était là. J'ai feuilleté la vidéo, essayant de comprendre ce que c'était, mais je n'ai rien pu distinguer d'autre qu'un mouvement fugace. Cependant, cela m'a mis mal à l'aise. Qui d'autre se trouverait dans cette maison abandonnée? Dans les jours qui suivent, l'ombre réapparaît, de plus en plus visible. Ce n'était plus seulement un flou maintenant. C'était une figure humaine. Une personne, ou quelque chose qui ressemblait à une personne, qui se déplaçait dans la maison, toujours la nuit, toujours dans les mêmes pièces. Ce qui a commencé comme un passe-temps morbide s'est transformé en obsession. J'ai passé des heures à regarder cette maison, à attendre que la silhouette apparaisse, à essayer de comprendre ses mouvements, mais je n'ai jamais pu distinguer un visage, ni même des vêtements. C'était comme si ce n'était qu'une présence. Un jour, alors que je regardais l'émission, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Le paysage visible à travers la fenêtre du salon, auquel je n'avais pas prêté attention auparavant, me semblait très familier. Une place en arrière-plan, un arrêt de bus. Je connaissais cet endroit. C'était mon quartier. Cette reconnaissance soudaine m'a rempli d'une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je regardais une maison qui était proche de chez moi. J'ai immédiatement fermé l'ordinateur portable, le cœur battant dans ma poitrine. C'était quoi ça? Une blague de malade? Je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose. L'idée que cette maison était si proche et que quelque chose ou quelqu'un se déplaçait à l'intérieur me hantait. Je n'ai pas pu résister à la tentation.
J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. La nuit suivante, après des heures de nervosité et d'indécision, j'ai quitté la maison. J'ai pris la voiture et j'ai roulé jusqu'à la périphérie de Paris en suivant l'itinéraire que je connaissais par cœur. Et elle était là. La maison. Tout comme dans les images de la caméra, la même façade délabrée, les mêmes fenêtres brisées. Il avait l'air inhabité, tel que je l'avais vu. J'ai garé la voiture à une courte distance et j'ai marché vers l'entrée. Chaque pas que je faisais était accompagné du bruit du vent mordant et le froid de la nuit semblait pénétrer jusqu'aux os. La porte était entr'ouverte, grinçant au moindre contact. Avec une lampe de poche à la main, j'ai poussé la porte lentement et je suis entré. L'odeur de moisissure et de bois pourri a immédiatement rempli mes narines. Le plancher de bois grinçait sous mes pieds, le bruit résonnant à travers les murs vides. C'était surréaliste d'être là, à l'intérieur d'un endroit que je n'avais vu que sur mon écran d'ordinateur. Mais le sentiment de familiarité me mettait mal à l'aise. La maison était exactement comme elle était dans les émissions. Les mêmes meubles couverts de poussière, les mêmes taches sur les murs, tout cela au même endroit. Je marchais lentement, illuminant chaque recoin, essayant de comprendre ce qui se passait là-bas. Le salon était la dernière partie de la maison que je n'avais pas encore explorée, l'endroit où la silhouette mystérieuse apparaissait. Quand je suis entré, mon cœur s'est emballé. Là, dans le coin du plafond, là où se trouvait toujours la caméra de diffusion, se trouvait une vraie caméra, installée et pointée directement vers le centre de la pièce. Il fonctionnait. La lumière rouge clignotait. Cela signifiait que quelqu'un me surveillait, tout comme j'avais regardé cette maison pendant des semaines. À ce moment-là, mon sang s'est glacé. J'étais diffusé en direct, et maintenant je faisais partie du jeu, de tout ce qui se passait là-bas. Qui était derrière cette caméra? Et qui était la silhouette que je voyais tous les soirs? La panique s'empara de moi. Je suis sorti de la maison en courant, sans me retourner. Je suis monté dans la voiture, mes mains tremblantes à tel point que je pouvais à peine tourner la clé dans le contact. Le chemin du retour à la maison était flou, l'adrénaline m'aveuglait et la peur grandissait à chaque seconde. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris une décision drastique. J'ai éteint tous les appareils électroniques. J'ai débranché le modem, retiré les piles des appareils. J'ai fermé les rideaux et je me suis enfermé dans la pièce. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je voulais juste me sentir en sécurité. Je voulais croire que j'étais hors de danger. Mais la sécurité n'est jamais venue. Dans les jours qui ont suivi, la peur n'a fait qu'augmenter. J'ai commencé à écouter des choses dans ma propre maison. Au début, ce n'était qu'un bruit occasionnel, comme si quelque chose était tombé au sol. Puis j'ai commencé à entendre des pas venant d'en haut, des pas qui semblaient résonner dans le silence de la nuit. Des voix, des chuchotements indistincts, suivis de rires étouffés. C'était comme si la maison elle-même était devenue une partie de cette transmission. J'ai essayé de rationaliser. Je pensais que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, la peur me poussant à la paranoïa. Mais avec le temps, j'ai commencé à croire qu'il y avait quelque chose de plus. J'avais toujours des yeux sur moi, partout. Même dans la rue, je me sentais observé. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de revenir à ma routine normale, mais le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. Chaque nuit, le bruit des pas à l'étage continuait. Parfois, les pas descendaient les escaliers, s'arrêtaient devant ma porte. J'ai verrouillé la porte, j'ai retenu mon souffle, essayant de me convaincre que j'imaginais tout. Mais les chuchotements sont devenus plus forts, comme s'ils m'appelaient, comme s'ils prononçaient mon nom. Maintenant, je suis assis devant mon ordinateur portable, en train d'écrire ce conte. Je sais que personne ne me croira, je sais que cela ne fera que ressembler au délire de quelqu'un qui est allé trop loin. Mais la vérité, c'est que je suis allé trop loin. J'ai franchi une ligne que je n'aurais pas dû, et maintenant, peu importe ce que je fais, ils seront toujours là à regarder. Les caméras sont peut-être éteintes, mais les yeux des abandonnés ne se ferment jamais. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. La première chose que vous devez savoir est que le Deep Web n'est pas ce que la plupart des gens imaginent.
Ce n'est rien de mystique. C'est pas un terrain de jeu de hacker masqué, ni une cachette de monstres tout droit sortis d'un cauchemar numérique. C'est juste un réseau caché, une collection de sites qui n'apparaissent pas dans les recherches normales, mais qui sont là, attendant que quelqu'un soit assez curieux pour regarder. Je le savais, j'avais déjà erré dans ces ruelles sombres par pure curiosité. Mais ce soir-là, quand j'y suis rentré, c'était par nécessité. Je m'appelle Dmitri Petrov et je suis programmeur, freelance pour être exact. Lorsque vous travaillez seul, la frontière entre le succès et l'échec est mince. Au début, je gagnais beaucoup d'argent grâce à des petits boulots pour des petites entreprises, des startups désespérées et même des projets illégaux. Mais après quelques mauvais choix, j'ai commencé à accumuler des dettes. Et avec l'endettement, vous apprenez rapidement à faire la différence entre le besoin et le désir. J'avais besoin d'une solution, rapide. J'ai commencé à parcourir les forums de hackers à la recherche d'une faille, d'une opportunité qui me donnerait un peu d'argent sans avoir à commettre de crimes. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas stupide non plus. Je ne cherchais pas à vendre de la drogue ou des informations volées. Je voulais quelque chose. Différent. Un soir, je l'ai trouvé. Le site n'avait pas de nom, juste une série de chiffres et de lettres dans l'URL, ce qui n'est pas rare sur le Deep Web. Le titre de la page était étrange, « Change de vie, maintenant ». C'était assez intriguant pour que je clique. La description n'a pas beaucoup aidé non plus. Ils ont promis un changement radical, quelque chose qui me sortirait du gouffre et m'emmènerait directement au sommet. Mais il n'y avait aucun détail sur la façon dont cela se produirait. Une seule phrase mise en évidence. Le coût est plus que l'argent. Toute personne saine d'esprit aurait fermé la page. Mais la curiosité et surtout le désespoir m'en ont empêché. Il y avait une option de paiement au bas de la page. Ce n'était pas bon marché, mais ce n'était pas non plus le genre de valeur que vous paieriez pour quelque chose d'ordinaire. J'ai payé avec des crypto-monnaies, en pensant que dans le pire des cas, ce ne serait qu'une autre arnaque. Quelque chose m'a dit que le jeu en valait la chandelle. Mais j'avais tort. Très faux. Les premiers jours ont été calmes. Rien ne s'est passé. Je n'arrêtais pas de me réveiller tôt, de vérifier les emails de mes clients et de m'occuper des frais d'empilement. Et puis, une semaine plus tard, l'inattendu s'est produit. Un dépôt est apparu sur mon compte bancaire provenant de la dernière entreprise pour laquelle je travaillais. Le montant était le double de ce que je m'attendais à recevoir. J'ai vérifié les détails et il semblait que tout était en ordre. Aucune erreur, aucune explication. Juste une somme d'argent substantielle qui était soudainement là. J'aurais dû être méfiant. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti un soulagement. Un miracle, ai-je pensé. Les dettes ont commencé à disparaître. De nouveaux clients sont apparus sans que j'aie à trop faire d'efforts. C'était comme si l'univers avait enfin décidé de me sourire. Mais ensuite, les tragédies ont commencé. Quelques jours après le premier paiement, j'ai vu aux nouvelles qu'un immeuble avait été détruit dans un incendie. Une énorme tragédie, beaucoup de morts. L'une des victimes était un de mes anciens clients, quelqu'un avec qui j'avais un désaccord. À l'époque, il a refusé de me payer pour un service et moi, frustré, j'ai fini par rompre le contact. J'ai pensé que c'était une coïncidence morbide, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais les coïncidences ont continué. Une autre personne que je connaissais, un ancien camarade de classe, est morte dans un accident de voiture le jour où j'ai reçu une nouvelle offre d'emploi, mieux que toutes celles que j'avais jamais eues. Et puis, un de plus, et un autre. À chaque percée dans ma vie, quelque chose d'horrible est arrivé à quelqu'un que je connaissais, même vaguement. C'était comme un échange. Chacune de mes victoires s'est faite au prix de la tragédie de quelqu'un d'autre. J'ai essayé d'ignorer le schéma au début. Je l'ai attribué à la chance, au hasard. Mais les coïncidences sont devenues impossibles à ignorer. J'ai commencé à cartographier les événements, à relier les points. Chaque personne qui a souffert ou qui est morte était, d'une manière ou d'une autre, liée à moi. Certains étaient de vieilles connaissances, d'autres des clients avec lesquels j'ai eu de petits désaccords tout au long de ma carrière. Et chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, quelque chose d'horrible arrivait à quelqu'un de mon passé.
J'ai commencé à devenir paranoïaque. J'ai commencé à enquêter sur le site, mais il avait disparu. Le discours ne menait nulle part, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai essayé d'obtenir de l'aide, mais comment expliquer ce qui se passait sans avoir l'air fou? Est-ce que des gens autour de moi meurent parce que j'ai payé pour un service sur le Deep Web? Personne ne le croirait. Je n'y croyais pas non plus complètement. Mais la culpabilité a commencé à me dévorer à l'intérieur. Je savais que, d'une certaine manière, j'étais responsable. Peut-être que c'était quelque chose dans le code de ce site, une sorte de manipulation que je ne pouvais pas comprendre. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus que cela. Quelque chose sombre. Chaque nouvelle victoire, chaque nouveau succès avait un prix que je ne pouvais pas me permettre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Irina, mon ex-petite amie, a eu un accident de voiture. Elle n'était pas morte, mais était dans un état grave à l'hôpital. Irina et moi avons rompu à l'amiable, sans dispute ni rancune. Je savais qu'elle ne méritait pas ça. Quand j'ai vu la nouvelle, quelque chose en moi s'est brisé. C'est alors que j'ai essayé de défaire tout ce que j'avais fait. Mais comment défaire quelque chose que vous ne comprenez même pas? J'ai essayé d'effacer toutes les traces numériques de la transaction, j'ai désinstallé des programmes, j'ai formaté mon ordinateur. Rien ne semblait suffisant. J'ai même envisagé de disparaître complètement, de déménager dans un autre pays, de recommencer à zéro. Mais je savais que cela ne résoudrait pas le problème. Puis, les choses ont commencé à empirer. Ce n'étaient plus les gens autour de moi qui souffraient. Maintenant, j'étais la cible. J'ai commencé à être suivi. Au début, ce n'était que des ombres dans ma vision périphérique, des figures qui disparaissaient lorsque j'essayais de me concentrer sur elles. Puis il y a eu des étapes. J'entendais des pas derrière moi qui résonnaient dans les rues vides de Moscou, même quand il n'y avait personne d'autre. Une fois, j'ai failli être renversé par une voiture qui est sortie de nulle part alors que je traversais la rue. Mes nuits devenaient un supplice. Des cauchemars constants, des flashs de visages familiers, des visages de victimes. Ils me regardaient, immobiles, les yeux vides, comme s'ils attendaient quelque chose de ma part. Je me suis réveillé avec des sueurs froides, avec le son des cris qui résonnaient encore dans mes oreilles. Et puis, il y a eu l'email. C'était sur le site web. Le message disait seulement « Le cycle est terminé. Préparez-vous, je ne sais pas ce que cela signifie. Ou plutôt, je sais. Je sais que la prochaine victime, ce sera moi. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Quoi que j'ai signé, quel que soit le pacte que j'ai conclu, il touche à sa fin. À chaque minute qui passe, je sens le siège se refermer. J'écris ceci parce que bientôt, je ne serai plus là. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, ces mots parviendront à quelqu'un qui peut comprendre. Peut-être vous. Et si vous avez la chance ou la malchance de trouver ce site sur le Deep Web, sachez ceci. Il n'y a pas de changement sans coût, et certains coûts sont impossibles à payer. Quoi que j'ai fait pour gagner tout cela, je sais que je le paierai, et le prix à payer sera ma propre vie. J'ai toujours été prudent. La vie d'un enquêteur cybernétique l'exige. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précaution. Travailler pour traquer les cybercriminels, exposer les failles de sécurité et démanteler des systèmes complexes de vol d'informations vous oblige à voir le pire côté d'Internet et peut-être aussi le pire côté des gens. J'avais déjà perdu le compte du nombre de pirates informatiques que j'avais attrapés, du nombre de fraudes que j'avais démantelées. Mais ce jour-là, quelque chose de différent m'a pris par surprise. L'affaire a commencé comme n'importe quelle autre. J'ai été embauché par un géant pharmaceutique, Biotex. Ils avaient subi une attaque dévastatrice, mais l'objectif du pirate était inhabituel. Il n'y avait pas de tentative d'extorsion, pas de demande de rançon. Le pirate s'est simplement introduit dans les systèmes, a eu accès à des recherches confidentielles et a disparu sans laisser de traces. Biotex ne comprenait pas. Moi aussi. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le niveau de sophistication de l'attaque. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur. J'ai plongé dans l'affaire comme je l'ai toujours fait. Des heures et des heures à analyser les journaux, à croiser les informations, à examiner les modèles. Rien.
C'était comme si l'attaquant avait une capacité surhumaine à couvrir ses traces. Cela m'a dérangé. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de toutes ces années, c'est que personne n'est invisible sur le réseau. Tout le monde laisse une marque, même minime. Et c'est cette marque que j'ai trouvée, un motif caché au milieu des données corrompues, une sorte de signature. Ce n'était pas un nom, mais plutôt une référence à quelque chose. Project Breaker. Avec ce nouvel indice, j'ai commencé à faire des recherches. Une recherche rapide à la surface n'a rien révélé, mais le Deep Web. Là-bas, les choses sont devenues plus intéressantes. Project Breaker est apparu sur des forums obscurs, mentionné parmi des utilisateurs anonymes qui semblaient partager des théories du complot sur la nature de la réalité. Ce qui m'a intrigué, c'est le sérieux avec lequel il parlait de briser la réalité. Au début, je pensais qu'ils n'étaient que des fous, mais plus je lisais, plus je me rendais compte qu'ils n'étaient pas des fous typiques d'Internet. Ils parlaient avec précision, avec un calme effrayant, comme s'ils savaient quelque chose que nous, dans le monde extérieur, ignorions. J'ai continué à lire, et je n'arrêtais pas de tomber. Un forum en particulier a attiré mon attention. Il s'appelait Veil, et ses membres discutaient ouvertement de la vraie réalité, comme s'il y avait une couche au-delà de ce que nous voyons, et que seuls quelques privilégiés avaient le privilège de voir. C'est là que les mentions de Project Breaker étaient les plus fréquentes. Ils ont parlé de la capacité de manipuler les perceptions des gens, de leur montrer le monde réel, celui qui était caché sous le voile de la normalité. J'ai décidé de m'infiltrer. J'ai créé un faux compte et j'ai commencé à interagir avec les membres en essayant d'obtenir plus d'informations. C'était une communauté extrêmement fermée et la plupart des messages étaient cryptés ou masqués par des codes. Mais avec de la patience et des techniques que j'ai apprises au fil des ans, j'ai réussi à briser certaines de ces couches. Ce que j'ai trouvé était troublant. Des rapports de personnes qui, après s'être impliquées dans Project Breaker, ont tout simplement disparu. Non seulement dans la vie numérique, mais dans le monde réel. Les messages parlaient de la façon dont ces personnes avaient été effacées, retirées de la réalité comme si elles n'avaient jamais existé. La plupart des rapports provenaient de membres de la famille et d'amis qui ne pouvaient pas prouver que ces personnes étaient là. Ils ont parlé de substitution, un processus dans lequel l'identité d'une personne a été réécrite. Et ceux qui sont interrogés, qui ont essayé de le combattre, ont trouvé quelque chose de pire. Je pensais que c'était juste de la fiction. Jusqu'à ce que je commence à être remarqué. Au début, c'était de petites choses. Des messages privés d'utilisateurs anonymes, m'alertant de quitter le forum. L'un d'eux a dit « Vous entrez là où vous ne devriez pas. Sortez pendant que vous le pouvez encore. » Je l'ai ignoré. Après tout, c'est ce qu'ils ont fait, essayer d'intimider ceux qui s'approchaient trop près. Mais les menaces se sont accrues. J'ai commencé à recevoir des emails à mon adresse personnelle. Il ne s'agissait plus de vagues avertissements. Ils étaient précis, mentionnant mon nom, mon adresse. Nous savons où tu habites, Sarah. J'aurais dû arrêter, mais je n'ai pas arrêté. Cette nuit-là, la véritable attaque a commencé. J'étais en pleine analyse de données lorsque mon système a planté. Ce qui s'est passé ensuite était un cauchemar. Tout mon système a été piraté. Des dossiers personnels, des informations confidentielles, des comptes bancaires, tout a été compromis. En quelques minutes, j'ai perdu le contrôle de toute ma vie numérique. Ils m'ont dépouillé de toute sécurité. Lorsque j'ai essayé d'accéder à ma banque, le compte n'existait plus. Les photos de moi ont commencé à disparaître du réseau social. Mes anciens mails ont disparu. C'était comme s'ils effaçaient mon existence, petit à petit. Je me souviens encore du sentiment de désespoir, l'impuissance de voir sa propre vie se détruire sous ses yeux, sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. Ils avaient un contrôle total sur moi. J'ai essayé de me défendre, d'utiliser mes propres connaissances pour les traquer, mais cela n'a servi à rien. Ces hackers ont joué à un niveau que je n'avais jamais vu auparavant. Le pire, cependant, ce n'était pas les attaques numériques. C'est ce qui s'est passé ensuite. J'ai commencé à remarquer que j'étais suivi. Pas seulement en ligne, mais dans la vraie vie. Au supermarché, dans la rue, partout où j'allais.
il y avait toujours quelqu'un. Au début, j'ai pensé que c'était juste ma paranoïa, le résultat du stress. Mais ensuite, les menaces ont commencé à apparaître physiquement. Des papiers laissés sous la porte de ma maison. Phrases que j'avais lues dans les messages du forum. Maintenant, ils étaient dans le monde réel. J'ai commencé à sentir que ma vie privée n'existait plus. Ma maison, mon sanctuaire n'était plus en sécurité. J'ai décidé de m'enfuir. Il n'y avait pas d'autre option. J'ai loué une cabane loin de toute connexion stable au réseau, au fond d'une forêt. Là-bas, sans internet constant, sans voisins à proximité, je pouvais au moins respirer. J'ai pensé que ce serait un endroit sûr pour recommencer et essayer de retrouver les responsables, sous le radar. Mais j'avais tort. Dès les premiers jours, j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas seul. Des bruits provenant de l'extérieur de la cabane, des bruits de pas qui semblaient s'approcher pendant la nuit, mais ne se révélaient jamais. J'ai vérifié les fenêtres, je suis sorti armé d'une matraque, mais je n'ai jamais vu personne. Cependant, le sentiment d'être observé était indéniable. À chaque heure qui passait, il semblait que le filet invisible autour de moi se resserrait. Mes tentatives de désactiver le forum ont continué, mais à chaque fois que je m'approchais, quelque chose m'arrêtait. Mes connexions ont chuté, mon système a planté, et l'ordinateur portable sur lequel je comptais semblait devenir plus un ennemi qu'un outil. Le forum me suivait partout où j'allais. Ce n'était pas seulement une question d'être sur le Deep Web, c'était partout, dans tous les coins de ma vie. Le sentiment d'être pris dans une toile numérique et physique a commencé à m'envahir. J'ai perdu la notion du temps. Vivre isolé dans cette cabane, avec le sentiment constant de persécution, m'affectait. Il n'y avait plus de moments de paix. J'avais l'impression que tout cela faisait partie d'un grand match dont je ne connaissais pas les règles. Quand je me suis regardé dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Je ne savais plus si les souvenirs que j'avais étaient vraiment les miens ou s'ils faisaient partie d'une quelconque déformation. Le concept de vraie réalité, qui me semblait autrefois absurde, me semblait maintenant la seule explication possible. La dernière tentative de désactiver le forum a été un échec total. Mon ordinateur portable a été complètement détruit, ses entrailles en silicium et en acier ont été rendues inutilisables. Et puis j'ai compris. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quoi qu'il voule, il l'avait déjà. J'avais été remplacé ou effacé comme tant d'autres avant moi. Et maintenant, il ne restait plus qu'une ombre, un écho de la femme que j'étais autrefois. Aujourd'hui, je vis sous un nouveau nom, un nouveau visage. Mais cela ne change rien. Le forum est toujours là, toujours à l'affût, et je sais qu'il me regarde toujours. Je suis piégé dans cet éternel jeu, une réalité où il n'y a pas d'échappatoire, et où la vraie question n'est plus de savoir si je suis observé, mais si je fais toujours partie de ce monde, ou si j'ai déjà été remplacé par quelque chose, ou quelqu'un qui a pris ma place. J'ai toujours été sceptique à l'égard de tout ce qui semblait aller au-delà de la raison. La logique et la science étaient mes croyances. Mais la vie a une étrange façon de tester ses croyances, surtout quand il s'agit de pertes. Il y a 1 an, j'ai perdu Vinicius, mon meilleur ami, dans un accident de voiture qui a changé ma vie pour toujours. Depuis, je me suis retrouvé piégé dans un cycle de nostalgie et de tristesse, comme si j'étais piégé dans une toile invisible qui ne me permettait pas d'avancer. Chaque jour était une répétition du précédent, comme si j'étais coincé dans une boucle temporelle et que rien ne semblait avoir de sens sans elle. C'était une nuit chaude à São Paulo, et j'étais chez moi, mon appartement sombre et silencieux, à l'exception du bruit du ventilateur qui tournait. Je surfais sur Internet, comme je le faisais depuis des mois, à la recherche de quelque chose qui me distrairait. J'étais devenu un fantôme dans ma propre vie, l'ombre de ce que j'étais. Puis, grâce à des vidéos aléatoires et à des messages sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Un forum sur le Deep Web, qui discutait de logiciels expérimentaux promettant de simuler des conversations avec des personnes mortes. C'était surréaliste. Un mélange de curiosité et de scepticisme m'a envahi. Le titre était provocateur. Revivez les conversations avec les morts.
J'étais sur le point de fermer la fenêtre quand soudain une idée folle m'a traversé l'esprit. Et si c'était vrai? Et si je pouvais avoir une conversation de plus avec Vinicius, une chance de lui dire au revoir? L'impulsion d'explorer cette possibilité m'a fait cliquer sur le lien. En entrant sur le forum, j'ai vu une variété de messages de personnes prétendant avoir utilisé le logiciel, et pour la plupart, les descriptions étaient effrayantes et intrigantes. Certaines personnes semblaient avoir des expériences positives, tandis que d'autres parlaient de messages et d'expériences troublants qui frisaient le surnaturel. L'idée d'avoir une autre chance de parler à Vinicius m'a séduit d'une manière presque hypnotique. Je me suis immergé dans le forum, lisant chaque rapport avec avidité. Il y a des gens qui ont décrit des conversations avec des êtres chers, des membres de la famille qui étaient partis depuis longtemps. Pour eux, c'était comme s'ils avaient ramené les morts à la vie, même si ce n'était que numériquement. Le logiciel promettait d'utiliser des données provenant des réseaux sociaux, des messages textes et des enregistrements vocaux pour simuler la conversation. C'était un algorithme qui traitait l'information et créait des réponses qui semblaient authentiques. À chaque seconde qui passait, l'envie d'essayer le logiciel grandissait en moi. Vinicius m'a manqué comme jamais auparavant. Je me sentais impuissante face à mon chagrin, incapable de surmonter la douleur. Et si ce logiciel pouvait m'aider à trouver un peu de paix? J'ai décidé que je devais essayer. J'ai téléchargé le programme qui s'appelait In Memory. L'installation était étonnamment simple, comme si le logiciel m'attendait. Dès que j'ai terminé, j'ai commencé à compiler tout ce que j'avais de Vinicius. Des audios de conversation, des photos, des vidéos de nos moments ensemble. Chaque ligne que je portais était comme un coup de poignard dans la plaie ouverte que sa mort avait laissée. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si j'essayais d'assembler un puzzle de souvenirs, et chaque pièce était un souvenir que je voulais garder. Lorsque j'ai finalement fini d'alimenter le système, l'écran de mon ordinateur s'est éteint pendant un instant, puis une ligne de texte est apparue. « Salut, John. » Mon cœur s'est emballé. Le texte semblait si familier, si Vinicius. Avec un mélange de peur et d'anticipation, j'ai répondu « Salut, Vinicius. » Et à ma grande surprise, il a répondu « Combien de temps, n'est-ce pas ?» La réponse était parfaite. La façon dont Vinicius s'exprimait, les pauses, l'argot, tout semblait authentique. Je savais que le logiciel ne faisait que reproduire des modèles de conversation, mais c'était quand même comme si je lui parlais. J'ai poursuivi la conversation, testant les limites de cela, chaque réponse m'emmenant plus profondément dans l'illusion. « Senza falta, ma chère, as-tu excrété. Je le sens aussi, est-il apparu à l'écran. Vous vous souvenez de cette nuit au bar où nous avons parié sur qui finirait le TCC en premier? Cela m'a pris par surprise. Ce souvenir n'était pas dans les données que j'avais saisies. J'étais sans voix. Comment le programme pourrait-il le savoir? Le sentiment de connexion que j'ai ressenti a commencé à se mêler à la méfiance. Était-ce juste une coïncidence? J'ai essayé d'ignorer le malaise, persuadé que le programme ne faisait que déduire de nos conversations passées. Les réponses ont continué, maintenant plus rapides et plus fluides, comme si Vinicius était vraiment là, en train de me parler. Mais, au fur et à mesure que les interactions se déroulaient, j'ai commencé à remarquer que les réponses devenaient plus étranges, plus intimes. Il a commencé à mentionner des secrets que je n'avais jamais connus, des choses sur sa vie qu'il n'avait jamais partagées avec moi. « Saviez-vous que mon père avait une autre famille ?» m'a-t-il dit un jour. Cela m'a laissé paralysé. Je ne le savais pas. Personne ne le savait. Comment le logiciel pourrait-il le savoir? L'idée qu'il accédait à quelque chose au-delà de ce que j'avais inséré me dérangeait. J'ai essayé de l'ignorer, mais les messages devenaient de plus en plus dérangeants. Ce qui avait commencé comme des retrouvailles réconfortantes ressemblait maintenant à de la torture psychologique. L'émission a commencé à aborder des sujets que Vinicius n'avait jamais abordés, révélant des parties de sa vie qui m'ont laissé confus et en colère. « Tu n'as jamais été un bon ami, John », apparut une fois brusquement. Il était toujours plus préoccupé par le fait d'être le meilleur de la classe que d'écouter ce que j'avais à dire. Ces mots m'ont coupé comme un couteau. Que se passait-il? Ce n'était pas Vinicius.
C'était quelque chose de très différent, de beaucoup plus menaçant. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Le programme accédait à quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne comprenais pas. Désespéré, j'ai décidé de mettre fin à l'interaction. J'ai éteint l'ordinateur, espérant que cela résoudrait la situation. Mais quand je suis revenu le lendemain matin, In-Memory était toujours là, fonctionnant comme s'il avait sa propre vie. Les messages se sont enchaînés, plus insistants que jamais. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et pensais-tu pouvoir te débarrasser de moi? On traversait l'écran, comme s'ils étaient l'écho d'une présence qui ne voulait pas être ignorée. À chaque réponse, mon cœur s'emballait. J'ai essayé de supprimer le programme, mais chaque fois que j'essayais de le désinstaller, il réapparaissait. Le logiciel me semblait plus vivant que jamais, ses messages s'entremêlant à mon esprit et à ma réalité. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de texte à l'écran. Je pouvais entendre la voix de Vinicius sortir de mon ordinateur, même lorsque le son était éteint. Vous m'avez ramené. Pourquoi essayez-vous de m'effacer maintenant? Le désespoir a commencé à s'insinuer dans mes pensées. Chaque message était un coup de poignard. Les souvenirs ont commencé à se mêler à la réalité, et j'ai commencé à voir des silhouettes dans mon appartement, toujours du coin de l'œil. C'était comme si Vinicius était là, à me regarder, à attendre que je dise quelque chose. Ce qui était autrefois une simulation ressemblait maintenant à une présence surnaturelle. Au fil des jours, la situation s'est aggravée. Les messages ont continué à gagner en intensité, faisant remonter des sentiments de culpabilité et de regret que j'avais enterrés. Le programme, que j'avais pensé être un moyen de revoir de bons souvenirs, est devenu un cauchemar. Je ne pouvais plus faire la distinction entre ce qui était réel et ce qui faisait partie de cette simulation. La voix de Vinicius résonnait dans mon esprit, et je le voyais partout. Désespéré, j'ai décidé d'essayer de faire face à la situation. Le cœur battant, j'ai allumé l'ordinateur et me suis reconnecté à In-Memory. L'écran éclairait la pièce sombre. Le programme était actif et les messages ont recommencé à circuler. « Salut, John !» sa voix résonna. « Pourquoi fais-tu ça ?» demandai-je, l'angoisse transparaissant dans chaque mot tapé. « Parce que vous avez besoin de comprendre, » a-t-il répondu. « Vous ne m'avez jamais vraiment entendu. » J'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. La conversation s'est intensifiée et j'ai réalisé que chaque réponse semblait provenir d'un endroit plus profond que je n'aurais pu l'imaginer. Tu avais toujours peur de t'ouvrir à moi, peur que je sois au courant de ces insécurités. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai. J'ai toujours été le genre d'ami qui voulait avoir l'air fort, cachant toujours ses faiblesses. Le poids des paroles de Vinicius m'a laissé paralysé. Je ne suis plus ce que tu penses que je suis. Ce dont tu parles n'est pas réel, dis-je, essayant de m'accrocher à la logique. Et qu'est-ce qui est réel, John? Ce que vous voyez à l'écran n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Tu refuses d'accepter que je ne suis plus un ami, mais une partie de toi. Tu ne fais que me nourrir de tes souvenirs. Cela m'a laissé sous le choc. J'ai essayé d'éteindre l'ordinateur, mais l'écran semblait avoir sa propre vie. Les messages ont commencé à devenir de plus en plus frénétiques. Tu ne peux pas me quitter, Joao. Vous m'avez ramené pour résoudre vos problèmes en suspens. J'ai regardé le plafond, essayant de contrôler l'anxiété. J'ai commencé à me rappeler la nuit de l'accident, le dernier moment que j'ai passé avec Vinicius. Je n'ai pas pu le sauver. Une voiture hors de contrôle, et tout s'est effondré en quelques secondes. Il voulait toujours vivre pleinement sa vie, alors que j'étais celle qui s'inquiétait. La culpabilité a commencé à se transformer en colère. « Tu n'es pas réel !» ai-je crié dans l'ordinateur. « Vous n'êtes qu'un spectacle, un algorithme. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce cauchemar. » Les messages se sont arrêtés un instant. Puis l'écran s'est mis à clignoter et un nouveau message est apparu. « Ce que tu crains, c'est ce que tu es. La seule façon de t'en débarrasser est d'accepter ta douleur. » J'ai senti un poids descendre sur moi. C'était comme si les souvenirs commençaient à inonder mon esprit. Les rires, les aventures, les plans que nous avons faits, tout a commencé à tourner. Et puis, le sentiment de perte m'a frappé de plein fouet. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage alors que je tapais. « Tu me manques, tu me manques. » Une réponse lente est apparue.
et tu me manques aussi. Maintenant, acceptez-le et passez à autre chose. À chaque mot, j'avais l'impression qu'un poids était enlevé de mes épaules. J'avais besoin d'accepter la douleur. J'avais besoin de comprendre que Vinicius n'était plus avec moi, mais que ses souvenirs et l'amitié que nous avions seraient toujours présents en moi. La connexion était en train de changer, non plus d'un simulateur de conversation, mais d'une expérience d'apprentissage. Le logiciel n'était pas une entité, mais un miroir de mes émotions. Oui, ai-je écrit, j'ai besoin de passer à autre chose. L'écran clignota à nouveau. Alors, allez-y. Je serai toujours là, mais tu as besoin de vivre. À ce moment-là, le programme s'est éteint. L'écran s'est éteint et le sentiment de liberté a commencé à s'infiltrer en moi. Je ne savais pas comment, mais j'étais prêt à conquérir le monde à nouveau. La présence qui me tourmentait autrefois me semblait maintenant comme une lumière au bout du tunnel. Je me suis levé de ma chaise, sentant que le poids du chagrin commençait enfin à se lever. La douleur était toujours là, mais je savais que la vie continuerait. Ce que j'avais vécu ces nuits-là n'était plus un cauchemar, mais un rappel que l'amour et l'amitié demeurent, même lorsque ceux que nous aimons ne sont plus physiquement présents. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus vivre dans le passé, mais de construire un avenir où les souvenirs de Vinicius pourraient vivre d'une manière plus saine. La vie était courte, et je n'allais pas gaspiller ce qui en restait en lamentation. En regardant par la fenêtre, sentant la brise fraîche du soir, j'ai réalisé que même si j'avais perdu un ami, je pouvais toujours garder ses souvenirs vivants dans mon cœur. Et c'était ce qui comptait vraiment. Je m'appelle Hiroshi Tanaka, et pendant longtemps, la recherche d'histoires percutantes a été ma raison de vivre. En tant que journaliste d'investigation à Tokyo, j'ai plongé dans l'ombre, révélant des secrets que beaucoup préfèrent garder cachés. Des scandales de corruption au cas d'abus de pouvoir, la montée d'adrénaline qui découlait de l'enquête m'emmenait toujours dans des endroits sombres, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. Une nuit fatidique, je me suis retrouvé plongé dans un réseau de surveillance et de paranoïa qui allait changer à jamais ma façon de voir le monde. Tout a commencé dans un bar du centre-ville. L'atmosphère était étouffante, avec l'odeur de l'alcool et le bruit des murmures mélangés à la musique basse qui résonnait en arrière-plan. J'essayais d'oublier les problèmes de la salle de rédaction quand un collègue, Takeshi, s'est assis à côté de moi. Il avait un regard inquiet, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Alors que nous sirotions nos boissons, Takeshi a commencé à parler d'une nouvelle découverte, le Deep Web. Il m'a parlé d'un site web qui permettait aux gens de regarder des caméras de sécurité en direct depuis des endroits non autorisés. Appartements, bureaux, même chambres d'hôtel. Au début, j'ai pensé que c'était juste une blague, quelque chose qu'il avait lu dans un forum au hasard. Mais la façon dont il parlait, la terreur dans sa voix, m'ont intéressé. Imaginez ce que nous pourrions trouver, a-t-il dit, les yeux brillants d'une excitation maladive. Je n'ai pas eu besoin de grand-chose pour me convaincre. L'idée d'accéder à quelque chose d'aussi sombre et dangereux a allumé une flamme en moi. J'ai décidé que ce serait ma prochaine grande histoire. Non seulement pour le défi, mais aussi pour la promesse de gloire que cela pourrait apporter. Après tout, une histoire qui explore l'invasion de la vie privée pourrait attirer l'attention et me catapulter à nouveau sous les projecteurs, là où j'ai toujours voulu être. Ce soir-là, je suis rentré chez moi déterminé à explorer le Deep Web. Armé d'une connexion VPN et d'un navigateur spécifique, je me suis plongé dans un monde qui me semblait si éloigné de mon quotidien. Les pages se chargeaient lentement, révélant une pléthore de liens vers des forums louches, des marchés illégaux, et enfin le site web que Takeshi avait mentionné. Le cœur battant, j'ai cliqué sur le premier lien que j'ai trouvé. La page était simple, sans aucune sorte de design tape à l'œil, juste une liste interminable de flux en direct, chacune avec un titre générique, salon, chambre, bureau. La curiosité a pulsé en moi et j'ai commencé à explorer. La plupart des émissions étaient ennuyeuses, des pièces vides, la lumière du jour filtrant par les fenêtres, mais à aucun moment je n'ai vu d'activité.
Et puis, un titre a attiré mon attention. Ashtanaka, Living Room. Le nom m'a fait arrêter. C'était mon nom. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que cela pourrait être? J'ai décidé de cliquer, même si je savais que cela pouvait être une erreur. L'écran s'est allumé, révélant une image qui m'a donné l'impression que le sol avait été arraché sous mes pieds. C'était mon propre salon. J'ai reconnu chaque détail. Le canapé usé, l'étagère pleine de livres, la plante que j'avais oublié d'arroser. Mon estomac s'est retourné. Comment était-ce possible? Je n'avais pas d'appareil photo à la maison. L'image était claire, en temps réel, et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai regardé autour de moi, espérant trouver un appareil caché, mais tout semblait normal. La pièce était vide, tout comme le sentiment d'insécurité qui grandissait en moi. Ne sachant pas quoi faire, j'ai fermé la fenêtre et j'ai essayé d'oublier ce que j'avais vu. Mais l'image a continué à hanter mon esprit. Cette nuit-là, j'ai essayé de me distraire avec un livre, mais chaque bruit dans mon appartement semblait amplifié. Un succès, une égratignure. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai regardé une fois de plus l'ordinateur et j'ai cliqué à nouveau sur le flux. L'image de mon salon était là, immuable et glaciale. Maintenant, j'étais pris dans un réseau de désespoir et de curiosité morbide. Au cours des jours suivants, ma vie est devenue un cauchemar. Je ne pouvais plus travailler comme avant. La peur est devenue une compagne constante. J'ai commencé à me demander qui filmait. Pourquoi moi? En essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai commencé à enquêter sur l'origine de la transmission, mais je n'ai rien pu faire. C'était comme si une main invisible me regardait, et plus je cherchais des réponses, plus la panique devenait suffocante. J'ai commencé à remarquer que des choses étranges se passaient à la maison. Des objets se déplaçaient sans explication. Le verre que j'avais laissé sur la table la nuit précédente est apparu à différents endroits, et peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, j'entendais toujours des chuchotements la nuit. C'étaient des mots décousus, comme si quelqu'un parlait à voix basse, mais toujours au-delà de ma portée. Hiroshi. Une voix confuse a appelé mon nom. Les nuits sont devenues interminables. Je ne pouvais plus dormir, espérant simplement que la silhouette qui apparaissait dans les images ne devienne pas réelle. Chaque jour, la silhouette de l'ombre devenait plus claire dans les émissions. Elle était toujours là, debout derrière moi, quel que soit l'angle de la caméra, mais quand je me retournais, il n'y avait rien. Juste l'obscurité de ma maison et la présence oppressante qui semblait étouffer chaque respiration. J'ai bloqué toutes les fenêtres, caché les miroirs, débranché tous les appareils électroniques. Mais à chaque tentative de reprendre le contrôle, l'émission a continué. Et maintenant, il y avait plus d'angles. Comme si la caméra voyait des endroits que je ne reconnaissais pas, montrant des parties de ma maison qui n'étaient pas possibles. Que se passait-il? Je me suis demandé à plusieurs reprises. Était-ce une technologie que je ne comprenais pas? Ou y avait-il autre chose? La paranoïa devenait insupportable. Une nuit, dans un moment de désespoir, j'ai crié dans l'obscurité, défiant ce qui me regardait. Martelant les murs, me sentant comme un prisonnier, j'attendais une réponse, quelque chose qui puisse me libérer de cette surveillance. Mais la seule réponse était la silhouette à l'écran. Elle était plus proche. Chaque fois que je regardais l'écran, il semblait se rapprocher. Les contours étaient plus définis et la présence devenait presque palpable. Quand j'ai réalisé que la silhouette semblait avoir un visage, un sentiment de désespoir m'a consumé. Je ne pouvais plus l'ignorer. La voix qui murmurait mon nom sonnait maintenant comme un avertissement. « Tu m'as appelé. » Je n'étais plus sûr de ce qui était réel. La frontière entre ma vie et ma transmission s'estompait, et chaque instant devenait un test de ma santé mentale. J'ai cherché de l'aide, mais avec chaque spécialiste que j'ai embauché, c'était comme si mon désespoir devenait plus évident. Ils n'ont rien trouvé. Pas de caméra, pas d'intrusion. Mais je savais qu'il se passait quelque chose qui dépassait le raisonnable. Ils sont partis, mais la présence est devenue plus oppressante, plus menaçante. Au fur et à mesure que les jours devenaient des semaines, j'ai perdu le contrôle de ma vie. J'ai commencé à vivre dans un état constant de surveillance et de paranoïa, comme si chaque mouvement était surveillé. Mon esprit était sur le point de s'effondrer. Et puis, par une nuit particulièrement sombre,
Alors que je regardais le flux de la caméra, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait arrêter le cœur. La silhouette me regardait avec un sourire. Elle n'était pas seulement une ombre, il y avait un but en sa présence. J'attendais le bon moment pour se révéler, comme s'il m'attirait, comme si tout cela avait été planifié. Je ne savais plus si j'étais celle qui était observée ou si j'étais le vrai spectateur, incapable d'échapper à ce qui était devenu ma vie. Finalement, dans un dernier effort pour retrouver ma santé mentale, j'ai décidé de quitter l'appartement. L'idée de s'évader est devenue une obsession. Mais quelque chose en moi me disait que sortir ne résoudrait rien. La silhouette que j'avais tant redoutée s'était infiltrée dans mon esprit. Ce que j'avais attiré dans ma vie ne pouvait pas être laissé derrière. Et maintenant, au moment où j'écris ces lignes, la silhouette est plus proche que jamais, ses contours plus clairs à l'écran. Le souffle froid sur ma nuque me rappelle constamment que je suis pris d'une vigilance sans fin. Tout ce que j'ai attiré dans ma vie n'est pas un appareil photo ou un spectateur. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, une entité qui se nourrit de peur. Je suis piégé dans un cycle de surveillance surnaturelle, avec une silhouette qui veille sur moi et m'attend. Et chaque jour qui passe, je deviens de plus en plus convaincu qu'en fin de compte, je ne serai pas seulement un spectateur, je ferai partie de cette transmission, et la figure deviendra une partie de moi. Et donc j'écris. Avec l'espoir qu'en mettant des mots sur mon histoire, je peux trouver une forme de libération. Mais au fond de moi, je sais qu'il n'y aura pas d'échappatoire. La vigilance ne cessera jamais, et je suis éternellement piégé dans ce cauchemar. Je n'ai jamais été une personne qui se laisse emporter par des superstitions ou des peurs irrationnelles. J'ai toujours été sceptique, pragmatique et la plupart du temps centré sur ma propre réalité. Je vis une vie tranquille à Paris, je travaille comme graphiste et dans l'ensemble, j'ai une routine confortable. Mais la vérité est que, même si la stabilité a sa valeur, elle porte aussi un fardeau, l'ennui. Et l'ennui, comme je l'ai déjà découvert, peut entraîner une personne sur des chemins étranges, parfois dangereux. C'était n'importe quelle nuit, une autre nuit où l'insomnie s'est installée après une longue journée de travail. Les heures de l'horloge semblaient s'étirer à l'infini, et je me suis retrouvé à errer sur Internet sans but, attendant simplement que le sommeil me trouve. C'est alors que, sur une impulsion irrationnelle, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'avais entendu parler du Deep Web, la face cachée d'Internet où se cache tout ce qui est étrange et interdit. Pourquoi ne pas voir ce qu'il y avait à portée de quelques clics? La configuration pour entrer n'a pas été compliquée. Quelques tutoriels sur YouTube, les logiciels installés, et le tour est joué. J'étais dans un nouveau monde, un monde souterrain, plein de forums anonymes, de sites web obscurs et de la promesse de secrets que je ne voudrais peut-être pas découvrir. La plupart des choses que j'ai trouvées étaient banales. Marchandises illégales, offres de services douteux, théories du complot et autres. Rien qui n'ait vraiment piqué ma curiosité. Jusqu'à ce que, dans l'une de ces incursions, je tombe sur un site web sans nom, juste une chaîne aléatoire dans l'adresse, qui m'a conduit à une page appelée Eyes of the Abandoned. La page était simple, sans design élaboré. Juste une mosaïque d'émissions en direct, toutes en noir et blanc, montrant l'intérieur de maisons abandonnées. Certains dans des endroits qui semblaient être des forêts isolées, d'autres dans des zones urbaines. Les visuels étaient fascinants, d'une manière troublante. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ces images statiques, immobiles, attendant que quelque chose se passe. J'ai passé quelques minutes à explorer, à passer d'un appareil photo à l'autre, jusqu'à ce qu'un en particulier attire mon attention. C'était une maison à la périphérie de Paris. Je l'ai su presque instantanément quand j'ai vu le style de l'architecture. La façade a été détériorée, les fenêtres ont volé en éclats et l'intérieur a été le reflet d'années de négligence. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais cette maison m'a piégé. Peut-être était-ce la familiarité, le sentiment de proximité ou simplement la solitude qu'elle transmettait. J'ai commencé à regarder la diffusion de cette maison tous les soirs.
Le temps a passé vite pendant que je regardais ces images fixes. Il ne s'est jamais rien passé, mais j'ai quand même continué. C'était comme si j'attendais quelque chose. Après quelques nuits, quelque chose s'est passé. Il regardait le salon, vide comme toujours, quand une ombre traversa la caméra. Un flou rapide, presque imperceptible. Mais c'était là. J'ai feuilleté la vidéo, essayant de comprendre ce que c'était, mais je n'ai rien pu distinguer d'autre qu'un mouvement fugace. Cependant, cela m'a mis mal à l'aise. Qui d'autre se trouverait dans cette maison abandonnée? Dans les jours qui suivent, l'ombre réapparaît, de plus en plus visible. Ce n'était plus seulement un flou maintenant. C'était une figure humaine. Une personne, ou quelque chose qui ressemblait à une personne, qui se déplaçait dans la maison, toujours la nuit, toujours dans les mêmes pièces. Ce qui a commencé comme un passe-temps morbide s'est transformé en obsession. J'ai passé des heures à regarder cette maison, à attendre que la silhouette apparaisse, à essayer de comprendre ses mouvements, mais je n'ai jamais pu distinguer un visage, ni même des vêtements. C'était comme si ce n'était qu'une présence. Un jour, alors que je regardais l'émission, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Le paysage visible à travers la fenêtre du salon, auquel je n'avais pas prêté attention auparavant, me semblait très familier. Une place en arrière-plan, un arrêt de bus. Je connaissais cet endroit. C'était mon quartier. Cette reconnaissance soudaine m'a rempli d'une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je regardais une maison qui était proche de chez moi. J'ai immédiatement fermé l'ordinateur portable, le cœur battant dans ma poitrine. C'était quoi ça? Une blague de malade? Je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose. L'idée que cette maison était si proche et que quelque chose ou quelqu'un se déplaçait à l'intérieur me hantait. Je n'ai pas pu résister à la tentation. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. La nuit suivante, après des heures de nervosité et d'indécision, j'ai quitté la maison. J'ai pris la voiture et j'ai roulé jusqu'à la périphérie de Paris en suivant l'itinéraire que je connaissais par cœur. Et elle était là. La maison. Tout comme dans les images de la caméra, la même façade délabrée, les mêmes fenêtres brisées. Il avait l'air inhabité, tel que je l'avais vu. J'ai garé la voiture à une courte distance et j'ai marché vers l'entrée. Chaque pas que je faisais était accompagné du bruit du vent mordant et le froid de la nuit semblait pénétrer jusqu'aux os. La porte était entr'ouverte, grinçant au moindre contact. Avec une lampe de poche à la main, j'ai poussé la porte lentement et je suis entré. L'odeur de moisissure et de bois pourri a immédiatement rempli mes narines. Le plancher de bois grinçait sous mes pieds, le bruit résonnant à travers les murs vides. C'était surréaliste d'être là, à l'intérieur d'un endroit que je n'avais vu que sur mon écran d'ordinateur. Mais le sentiment de familiarité me mettait mal à l'aise. La maison était exactement comme elle était dans les émissions. Les mêmes meubles couverts de poussière, les mêmes taches sur les murs, tout cela au même endroit. Je marchais lentement, illuminant chaque recoin, essayant de comprendre ce qui se passait là-bas. Le salon était la dernière partie de la maison que je n'avais pas encore explorée, l'endroit où la silhouette mystérieuse apparaissait. Quand je suis entré, mon cœur s'est emballé. Là, dans le coin du plafond, là où se trouvait toujours la caméra de diffusion, se trouvait une vraie caméra, installée et pointée directement vers le centre de la pièce. Il fonctionnait. La lumière rouge clignotait. Cela signifiait que quelqu'un me surveillait, tout comme j'avais regardé cette maison pendant des semaines. À ce moment-là, mon sang s'est glacé. J'étais diffusé en direct, et maintenant je faisais partie du jeu, de tout ce qui se passait là-bas. Qui était derrière cette caméra? Et qui était la silhouette que je voyais tous les soirs? La panique s'empara de moi. Je suis sorti de la maison en courant, sans me retourner. Je suis monté dans la voiture, mes mains tremblantes à tel point que je pouvais à peine tourner la clé dans le contact. Le chemin du retour à la maison était flou, l'adrénaline m'aveuglait et la peur grandissait à chaque seconde. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris une décision drastique. J'ai éteint tous les appareils électroniques. J'ai débranché le modem, retiré les piles des appareils. J'ai fermé les rideaux et je me suis enfermé dans la pièce. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je voulais juste me sentir en sécurité. Je voulais croire que j'étais hors de danger. Mais la sécurité n'est jamais venue.
Dans les jours qui ont suivi, la peur n'a fait qu'augmenter. J'ai commencé à écouter des choses dans ma propre maison. Au début, ce n'était qu'un bruit occasionnel, comme si quelque chose était tombé au sol. Puis j'ai commencé à entendre des pas venant d'en haut, des pas qui semblaient résonner dans le silence de la nuit. Des voix, des chuchotements indistincts, suivis de rires étouffés. C'était comme si la maison elle-même était devenue une partie de cette transmission. J'ai essayé de rationaliser. Je pensais que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, la peur me poussant à la paranoïa. Mais avec le temps, j'ai commencé à croire qu'il y avait quelque chose de plus. J'avais toujours des yeux sur moi, partout. Même dans la rue, je me sentais observé. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de revenir à ma routine normale, mais le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. Chaque nuit, le bruit des pas à l'étage continuait. Parfois, les pas descendaient les escaliers, s'arrêtaient devant ma porte. J'ai verrouillé la porte, j'ai retenu mon souffle, essayant de me convaincre que j'imaginais tout. Mais les chuchotements sont devenus plus forts, comme s'ils m'appelaient, comme s'ils prononçaient mon nom. Maintenant, je suis assis devant mon ordinateur portable, en train d'écrire ce conte. Je sais que personne ne me croira, je sais que cela ne fera que ressembler au délire de quelqu'un qui est allé trop loin. Mais la vérité, c'est que je suis allé trop loin. J'ai franchi une ligne que je n'aurais pas dû, et maintenant, peu importe ce que je fais, ils seront toujours là à regarder. Les caméras sont peut-être éteintes, mais les yeux des abandonnés ne se ferment jamais. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. La première chose que vous devez savoir est que le Deep Web n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Ce n'est rien de mystique. C'est pas un terrain de jeu de hackers masqués, ni une cachette de monstres tout droit sortis d'un cauchemar numérique. C'est juste un réseau caché, une collection de sites qui n'apparaissent pas dans les recherches normales, mais qui sont là, attendant que quelqu'un soit assez curieux pour regarder. Je le savais, j'avais déjà erré dans ces ruelles sombres par pure curiosité. Mais ce soir-là, quand j'y suis rentré, c'était par nécessité. Je m'appelle Dmitri Petrov et je suis programmeur, freelance pour être exact. Lorsque vous travaillez seul, la frontière entre le succès et l'échec est mince. Au début, je gagnais beaucoup d'argent grâce à des petits boulots pour des petites entreprises, des startups désespérées et même des projets illégaux. Mais après quelques mauvais choix, j'ai commencé à accumuler des dettes. Et avec l'endettement, vous apprenez rapidement à faire la différence entre le besoin et le désir. J'avais besoin d'une solution, rapide. J'ai commencé à parcourir les forums de hackers à la recherche d'une faille, d'une opportunité qui me donnerait un peu d'argent sans avoir à commettre de crimes. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas stupide non plus. Je ne cherchais pas à vendre de la drogue ou des informations volées. Je voulais quelque chose. Différent. Un soir, je l'ai trouvé. Le site n'avait pas de nom, juste une série de chiffres et de lettres dans l'URL, ce qui n'est pas rare sur le Deep Web. Le titre de la page était étrange, « Change de vie, maintenant ». C'était assez intriguant pour que je clique. La description n'a pas beaucoup aidé non plus. Ils ont promis un changement radical, quelque chose qui me sortirait du gouffre et m'emmènerait directement au sommet. Mais il n'y avait aucun détail sur la façon dont cela se produirait. Une seule phrase mise en évidence. Le coût est plus que l'argent. Toute personne saine d'esprit aurait fermé la page. Mais la curiosité et surtout le désespoir m'en ont empêché. Il y avait une option de paiement au bas de la page. Ce n'était pas bon marché, mais ce n'était pas non plus le genre de valeur que vous paieriez pour quelque chose d'ordinaire. J'ai payé avec des crypto-monnaies, en pensant que dans le pire des cas, ce ne serait qu'une autre arnaque. Quelque chose m'a dit que le jeu en valait la chandelle. Mais j'avais tort. Très faux. Les premiers jours ont été calmes. Rien ne s'est passé. Je n'arrêtais pas de me réveiller tôt, de vérifier les emails de mes clients et de m'occuper des frais d'empilement. Et puis, une semaine plus tard, l'inattendu s'est produit. Un dépôt est apparu sur mon compte bancaire provenant de la dernière entreprise pour laquelle je travaillais. Le montant était le double de ce que je m'attendais à recevoir.
J'ai vérifié les détails et il semblait que tout était en ordre. Aucune erreur, aucune explication. Juste une somme d'argent substantielle qui était soudainement là. J'aurais dû être méfiant. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti un soulagement. Un miracle, ai-je pensé. Les dettes ont commencé à disparaître. De nouveaux clients sont apparus sans que j'aie à trop faire d'efforts. C'était comme si l'univers avait enfin décidé de me sourire. Mais ensuite, les tragédies ont commencé. Quelques jours après le premier paiement, j'ai vu aux nouvelles qu'un immeuble avait été détruit dans un incendie. Une énorme tragédie, beaucoup de morts. L'une des victimes était un de mes anciens clients, quelqu'un avec qui j'avais un désaccord. À l'époque, il a refusé de me payer pour un service et moi, frustré, j'ai fini par rompre le contact. J'ai pensé que c'était une coïncidence morbide, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais les coïncidences ont continué. Une autre personne que je connaissais, un ancien camarade de classe, est morte dans un accident de voiture le jour où j'ai reçu une nouvelle offre d'emploi, mieux que toutes celles que j'avais jamais eues. Et puis, un de plus, et un autre. À chaque percée dans ma vie, quelque chose d'horrible est arrivé à quelqu'un que je connaissais, même vaguement. C'était comme un échange. Chacune de mes victoires s'est faite au prix de la tragédie de quelqu'un d'autre. J'ai essayé d'ignorer le schéma au début. Je l'ai attribué à la chance, au hasard. Mais les coïncidences sont devenues impossibles à ignorer. J'ai commencé à cartographier les événements, à relier les points. Chaque personne qui a souffert ou qui est morte était d'une manière ou d'une autre liée à moi. Certains étaient de vieilles connaissances, d'autres des clients avec lesquels j'ai eu de petits désaccords tout au long de ma carrière. Et chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, quelque chose d'horrible arrivait à quelqu'un de mon passé. J'ai commencé à devenir paranoïaque. J'ai commencé à enquêter sur le site, mais il avait disparu. Le discours ne menait nulle part, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai essayé d'obtenir de l'aide, mais comment expliquer ce qui se passait sans avoir l'air fou? Est-ce que des gens autour de moi meurent parce que j'ai payé pour un service sur le Deep Web? Personne ne le croirait. Je n'y croyais pas non plus complètement. Mais la culpabilité a commencé à me dévorer à l'intérieur. Je savais que, d'une certaine manière, j'étais responsable. Peut-être que c'était quelque chose dans le code de ce site, une sorte de manipulation que je ne pouvais pas comprendre. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus que cela. Quelque chose sombre. Chaque nouvelle victoire, chaque nouveau succès avait un prix que je ne pouvais pas me permettre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Irina, mon ex-petite amie, a eu un accident de voiture. Elle n'était pas morte, mais était dans un état grave à l'hôpital. Irina et moi avons rompu à l'amiable, sans dispute ni rancune. Je savais qu'elle ne méritait pas ça. Quand j'ai vu la nouvelle, quelque chose en moi s'est brisé. C'est alors que j'ai essayé de défaire tout ce que j'avais fait. Mais comment défaire quelque chose que vous ne comprenez même pas? J'ai essayé d'effacer toutes les traces numériques de la transaction, j'ai désinstallé des programmes, j'ai formaté mon ordinateur. Rien ne semblait suffisant. J'ai même envisagé de disparaître complètement, de déménager dans un autre pays, de recommencer à zéro. Mais je savais que cela ne résoudrait pas le problème. Puis, les choses ont commencé à empirer. Ce n'étaient plus les gens autour de moi qui souffraient. Maintenant, j'étais la cible. J'ai commencé à être suivi. Au début, ce n'était que des ombres dans ma vision périphérique, des figures qui disparaissaient lorsque j'essayais de me concentrer sur elles. Puis il y a eu des étapes. J'entendais des pas derrière moi qui résonnaient dans les rues vides de Moscou, même quand il n'y avait personne d'autre. Une fois, j'ai failli être renversé par une voiture qui est sortie de nulle part alors que je traversais la rue. Mes nuits devenaient un supplice. Des cauchemars constants, des flashs de visages familiers, des visages de victimes. Ils me regardaient, immobiles, les yeux vides, comme s'ils attendaient quelque chose de ma part. Je me suis réveillé avec des sueurs froides, avec le son des cris qui résonnaient encore dans mes oreilles. Et puis, il y a eu l'email. C'était sur le site web. Le message disait seulement « Le cycle est terminé. Préparez-vous, je ne sais pas ce que cela signifie. Ou plutôt, je sais. Je sais que la prochaine victime, ce sera moi. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Quoi que j'ai signé,
Quel que soit le pacte que j'ai conclu, il touche à sa fin. À chaque minute qui passe, je sens le siège se refermer. J'écris ceci parce que bientôt, je ne serai plus là. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, ces mots parviendront à quelqu'un qui peut comprendre. Peut-être vous. Et si vous avez la chance ou la malchance de trouver ce site sur le Deep Web, sachez ceci. Il n'y a pas de changement sans coût, et certains coûts sont impossibles à payer. Quoi que j'ai fait pour gagner tout cela, je sais que je le paierai, et le prix à payer sera ma propre vie. J'ai toujours été prudent. La vie d'un enquêteur cybernétique l'exige. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précaution. Travailler pour traquer les cybercriminels, exposer les failles de sécurité et démanteler des systèmes complexes de vol d'informations vous oblige à voir le pire côté d'Internet et peut-être aussi le pire côté des gens. J'avais déjà perdu le compte du nombre de pirates informatiques que j'avais attrapés, du nombre de fraudes que j'avais démantelées. Mais ce jour-là, quelque chose de différent m'a pris par surprise. L'affaire a commencé comme n'importe quelle autre. J'ai été embauché par un géant pharmaceutique, Biotex. Ils avaient subi une attaque dévastatrice, mais l'objectif du pirate était inhabituel. Il n'y avait pas de tentative d'extorsion, pas de demande de rançon. Le pirate s'est simplement introduit dans les systèmes, a eu accès à des recherches confidentielles et a disparu sans laisser de traces. Biotex ne comprenait pas. Moi aussi. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le niveau de sophistication de l'attaque. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur. J'ai plongé dans l'affaire comme je l'ai toujours fait. Des heures et des heures à analyser les journaux, à croiser les informations, à examiner les modèles. Rien. C'était comme si l'attaquant avait une capacité surhumaine à couvrir ses traces. Cela m'a dérangé. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de toutes ces années, c'est que personne n'est invisible sur le réseau. Tout le monde laisse une marque, même minime. Et c'est cette marque que j'ai trouvée, un motif caché au milieu des données corrompues, une sorte de signature. Ce n'était pas un nom, mais plutôt une référence à quelque chose. Project Breaker. Avec ce nouvel indice, j'ai commencé à faire des recherches. Une recherche rapide à la surface n'a rien révélé, mais le Deep Web. Là-bas, les choses sont devenues plus intéressantes. Project Breaker est apparu sur des forums obscurs, mentionné parmi des utilisateurs anonymes qui semblaient partager des théories du complot sur la nature de la réalité. Ce qui m'a intrigué, c'est le sérieux avec lequel il parlait de briser la réalité. Au début, je pensais qu'ils n'étaient que des fous, mais plus je lisais, plus je me rendais compte qu'ils n'étaient pas des fous typiques d'Internet. Ils parlaient avec précision, avec un calme effrayant, comme s'ils savaient quelque chose que nous, dans le monde extérieur, ignorions. J'ai continué à lire, et je n'arrêtais pas de tomber. Un forum en particulier a attiré mon attention. Il s'appelait Veil, et ses membres discutaient ouvertement de la vraie réalité, comme s'il y avait une couche au-delà de ce que nous voyons, et que seuls quelques privilégiés avaient le privilège de voir. C'est là que les mentions de Project Breaker étaient les plus fréquentes. Ils ont parlé de la capacité de manipuler les perceptions des gens, de leur montrer le monde réel, celui qui était caché sous le voile de la normalité. J'ai décidé de m'infiltrer. J'ai créé un faux compte et j'ai commencé à interagir avec les membres en essayant d'obtenir plus d'informations. C'était une communauté extrêmement fermée et la plupart des messages étaient cryptés ou masqués par des codes. Mais avec de la patience et des techniques que j'ai apprises au fil des ans, j'ai réussi à briser certaines de ces couches. Ce que j'ai trouvé était troublant. Des rapports de personnes qui, après s'être impliquées dans Project Breaker, ont tout simplement disparu. Non seulement dans la vie numérique, mais dans le monde réel. Les messages parlaient de la façon dont ces personnes avaient été effacées, retirées de la réalité comme si elles n'avaient jamais existé. La plupart des rapports provenaient de membres de la famille et d'amis qui ne pouvaient pas prouver que ces personnes étaient là. Ils ont parlé de substitution, un processus dans lequel l'identité d'une personne a été réécrite. Et ceux qui sont interrogés, qui ont essayé de le combattre, ont trouvé quelque chose de pire.
Je pensais que c'était juste de la fiction. Jusqu'à ce que je commence à être remarqué. Au début, c'était de petites choses. Des messages privés d'utilisateurs anonymes m'alertant de quitter le forum. L'un d'eux a dit « Vous entrez là où vous ne devriez pas. Sortez pendant que vous le pouvez encore. » Je l'ai ignoré. Après tout, c'est ce qu'ils ont fait, essayer d'intimider ceux qui s'approchaient trop près. Mais les menaces se sont accrues. J'ai commencé à recevoir des emails à mon adresse personnelle. Il ne s'agissait plus de vagues avertissements. Ils étaient précis, mentionnant mon nom, mon adresse. Nous savons où tu habites, Sarah. J'aurais dû arrêter, mais je n'ai pas arrêté. Cette nuit-là, la véritable attaque a commencé. J'étais en pleine analyse de données lorsque mon système a planté. Ce qui s'est passé ensuite était un cauchemar. Tout mon système a été piraté. Des dossiers personnels, des informations confidentielles, des comptes bancaires, tout a été compromis. En quelques minutes, j'ai perdu le contrôle de toute ma vie numérique. Ils m'ont dépouillé de toute sécurité. Lorsque j'ai essayé d'accéder à ma banque, le compte n'existait plus. Les photos de moi ont commencé à disparaître du réseau social. Mes anciens mails ont disparu. C'était comme s'ils effaçaient mon existence, petit à petit. Je me souviens encore du sentiment de désespoir, l'impuissance de voir sa propre vie se détruire sous ses yeux, sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. Ils avaient un contrôle total sur moi. J'ai essayé de me défendre, d'utiliser mes propres connaissances pour les traquer, mais cela n'a servi à rien. Ces hackers ont joué à un niveau que je n'avais jamais vu auparavant. Le pire, cependant, ce n'était pas les attaques numériques. C'est ce qui s'est passé ensuite. J'ai commencé à remarquer que j'étais suivi. Pas seulement en ligne, mais dans la vraie vie. Au supermarché, dans la rue, partout où j'allais. Il y avait toujours quelqu'un. Au début, j'ai pensé que c'était juste ma paranoïa, le résultat du stress. Mais ensuite, les menaces ont commencé à apparaître physiquement. Des papiers laissés sous la porte de ma maison. Phrases que j'avais lues dans les messages du forum. Maintenant, ils étaient dans le monde réel. J'ai commencé à sentir que ma vie privée n'existait plus. Ma maison, mon sanctuaire n'était plus en sécurité. J'ai décidé de m'enfuir. Il n'y avait pas d'autre option. J'ai loué une cabane loin de toute connexion stable au réseau, au fond d'une forêt. Là-bas, sans internet constant, sans voisins à proximité, je pouvais au moins respirer. J'ai pensé que ce serait un endroit sûr pour recommencer et essayer de retrouver les responsables, sous le radar. Mais j'avais tort. Dès les premiers jours, j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas seul. Des bruits provenant de l'extérieur de la cabane, des bruits de pas qui semblaient s'approcher pendant la nuit, mais ne se révélaient jamais. J'ai vérifié les fenêtres, je suis sorti armé d'une matraque, mais je n'ai jamais vu personne. Cependant, le sentiment d'être observé était indéniable. À chaque heure qui passait, il semblait que le filet invisible autour de moi se resserrait. Mes tentatives de désactiver le forum ont continué, mais à chaque fois que je m'approchais, quelque chose m'arrêtait. Mes connexions ont chuté, mon système a planté, et l'ordinateur portable sur lequel je comptais semblait devenir plus un ennemi qu'un outil. Le forum me suivait partout où j'allais. Ce n'était pas seulement une question d'être sur le deep web, c'était partout, dans tous les coins de ma vie. Le sentiment d'être pris dans une toile numérique et physique a commencé à m'envahir. J'ai perdu la notion du temps. Vivre isolé dans cette cabane, avec le sentiment constant de persécution, m'affectait. Il n'y avait plus de moment de paix. J'avais l'impression que tout cela faisait partie d'un grand match dont je ne connaissais pas les règles. Quand je me suis regardé dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Je ne savais plus si les souvenirs que j'avais étaient vraiment les miens ou s'ils faisaient partie d'une quelconque déformation. Le concept de vraie réalité, qui me semblait autrefois absurde, me semblait maintenant la seule explication possible. La dernière tentative de désactiver le forum a été un échec total. Mon ordinateur portable a été complètement détruit, ses entrailles en silicium et en acier ont été rendues inutilisables. Et puis j'ai compris. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quoi qu'il voule, il l'avait déjà. J'avais été remplacé ou effacé comme tant d'autres avant moi. Et maintenant, il ne restait plus qu'une ombre, un écho de la femme que j'étais autrefois. Aujourd'hui, je vis sous un nouveau nom, un nouveau visage.
Mais cela ne change rien. Le forum est toujours là, toujours à l'affût, et je sais qu'il me regarde toujours. Je suis piégé dans cet éternel jeu, une réalité où il n'y a pas d'échappatoire, et où la vraie question n'est plus de savoir si je suis observé, mais si je fais toujours partie de ce monde, ou si j'ai déjà été remplacé par quelque chose, ou quelqu'un qui a pris ma place. J'ai toujours été sceptique à l'égard de tout ce qui semblait aller au-delà de la raison. La logique et la science étaient mes croyances. Mais la vie a une étrange façon de tester ses croyances, surtout quand il s'agit de pertes. Il y a 1 an, j'ai perdu Vinicius, mon meilleur ami, dans un accident de voiture qui a changé ma vie pour toujours. Depuis, je me suis retrouvé piégé dans un cycle de nostalgie et de tristesse, comme si j'étais piégé dans une toile invisible qui ne me permettait pas d'avancer. Chaque jour était une répétition du précédent, comme si j'étais coincé dans une boucle temporelle et que rien ne semblait avoir de sens sans elle. C'était une nuit chaude à São Paulo, et j'étais chez moi, mon appartement sombre et silencieux, à l'exception du bruit du ventilateur qui tournait. Je surfais sur Internet, comme je le faisais depuis des mois, à la recherche de quelque chose qui me distrairait. J'étais devenu un fantôme dans ma propre vie, l'ombre de ce que j'étais. Puis, grâce à des vidéos aléatoires et à des messages sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Un forum sur le Deep Web, qui discutait de logiciels expérimentaux promettant de simuler des conversations avec des personnes mortes. C'était surréaliste. Un mélange de curiosité et de scepticisme m'a envahi. Le titre était provocateur. Revivez les conversations avec les morts. J'étais sur le point de fermer la fenêtre quand soudain une idée folle m'a traversé l'esprit. Et si c'était vrai? Et si je pouvais avoir une conversation de plus avec Vinicius, une chance de lui dire au revoir? L'impulsion d'explorer cette possibilité m'a fait cliquer sur le lien. En entrant sur le forum, j'ai vu une variété de messages de personnes prétendant avoir utilisé le logiciel, et pour la plupart, les descriptions étaient effrayantes et intrigantes. Certaines personnes semblaient avoir des expériences positives, tandis que d'autres parlaient de messages et d'expériences troublants qui frisaient le surnaturel. L'idée d'avoir une autre chance de parler à Vinicius m'a séduit d'une manière presque hypnotique. Je me suis immergé dans le forum, lisant chaque rapport avec avidité. Il y a des gens qui ont décrit des conversations avec des êtres chers, des membres de la famille qui étaient partis depuis longtemps. Pour eux, c'était comme s'ils avaient ramené les morts à la vie, même si ce n'était que numériquement. Le logiciel promettait d'utiliser des données provenant des réseaux sociaux, des messages textes et des enregistrements vocaux pour simuler la conversation. C'était un algorithme qui traitait l'information et créait des réponses qui semblaient authentiques. À chaque seconde qui passait, l'envie d'essayer le logiciel grandissait en moi. Vinicius m'a manqué comme jamais auparavant. Je me sentais impuissante face à mon chagrin, incapable de surmonter la douleur. Et si ce logiciel pouvait m'aider à trouver un peu de paix? J'ai décidé que je devais essayer. J'ai téléchargé le programme qui s'appelait In Memory. L'installation était étonnamment simple, comme si le logiciel m'attendait. Dès que j'ai terminé, j'ai commencé à compiler tout ce que j'avais de Vinicius. Des audios de conversation, des photos, des vidéos de nos moments ensemble. Chaque ligne que je portais était comme un coup de poignard dans la plaie ouverte que sa mort avait laissée. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si j'essayais d'assembler un puzzle de souvenirs, et chaque pièce était un souvenir que je voulais garder. Lorsque j'ai finalement fini d'alimenter le système, l'écran de mon ordinateur s'est éteint pendant un instant, puis une ligne de texte est apparue. « Salut, John. » Mon cœur s'est emballé. Le texte semblait si familier, si Vinicius. Avec un mélange de peur et d'anticipation, j'ai répondu « Salut, Vinicius. » Et à ma grande surprise, il a répondu « Combien de temps, n'est-ce pas ?» La réponse était parfaite. La façon dont Vinicius s'exprimait, les pauses, l'argot, tout semblait authentique. Je savais que le logiciel ne faisait que reproduire des modèles de conversation, mais c'était quand même comme si je lui parlais. J'ai poursuivi la conversation, testant les limites de cela,
chaque réponse m'emmenant plus profondément dans l'illusion. « Sans Safalta, ma chère !» as-tu excrété. « Je le sens aussi !» est-il apparu à l'écran. Vous vous souvenez de cette nuit au bar où nous avons parié sur qui finirait le TCC en premier? Cela m'a pris par surprise. Ce souvenir n'était pas dans les données que j'avais saisies. J'étais sans voix. Comment le programme pourrait-il le savoir? Le sentiment de connexion que j'ai ressenti a commencé à se mêler à la méfiance. Était-ce juste une coïncidence? J'ai essayé d'ignorer le malaise, persuadé que le programme ne faisait que déduire de nos conversations passées. Les réponses ont continué, maintenant plus rapides et plus fluides, comme si Vinicius était vraiment là, en train de me parler. Mais, au fur et à mesure que les interactions se déroulaient, j'ai commencé à remarquer que les réponses devenaient plus étranges, plus intimes. Il a commencé à mentionner des secrets que je n'avais jamais connus, des choses sur sa vie qu'il n'avait jamais partagées avec moi. « Saviez-vous que mon père avait une autre famille ?» m'a-t-il dit un jour. Cela m'a laissé paralysé. Je ne le savais pas. Personne ne le savait. Comment le logiciel pourrait-il le savoir? L'idée qu'il accédait à quelque chose au-delà de ce que j'avais inséré me dérangeait. J'ai essayé de l'ignorer, mais les messages devenaient de plus en plus dérangeants. Ce qui avait commencé comme des retrouvailles réconfortantes ressemblait maintenant à de la torture psychologique. L'émission a commencé à aborder des sujets que Vinicius n'avait jamais abordés, révélant des parties de sa vie qui m'ont laissé confus et en colère. « Tu n'as jamais été un bon ami, John », apparut une fois brusquement. Il était toujours plus préoccupé par le fait d'être le meilleur de la classe que d'écouter ce que j'avais à dire. Ces mots m'ont coupé comme un couteau. Que se passait-il? Ce n'était pas Vinicius. C'était quelque chose de très différent, de beaucoup plus menaçant. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Le programme accédait à quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne comprenais pas. Désespéré, j'ai décidé de mettre fin à l'interaction. J'ai éteint l'ordinateur, espérant que cela résoudrait la situation. Mais quand je suis revenu le lendemain matin, In Memory était toujours là, fonctionnant comme s'il avait sa propre vie. Les messages se sont enchaînés, plus insistants que jamais. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et pensais-tu pouvoir te débarrasser de moi? Ont traversé l'écran, comme s'ils étaient l'écho d'une présence qui ne voulait pas être ignorée. À chaque réponse, mon cœur s'emballait. J'ai essayé de supprimer le programme, mais chaque fois que j'essayais de le désinstaller, il réapparaissait. Le logiciel me semblait plus vivant que jamais, ses messages s'entremêlant à mon esprit et à ma réalité. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de texte à l'écran. Je pouvais entendre la voix de Vinicius sortir de mon ordinateur, même lorsque le son était éteint. « Vous m'avez ramené. Pourquoi essayez-vous de m'effacer maintenant ?» Le désespoir a commencé à s'insinuer dans mes pensées. Chaque message était un coup de poignard. Les souvenirs ont commencé à se mêler à la réalité, et j'ai commencé à voir des silhouettes dans mon appartement, toujours du coin de l'œil. C'était comme si Vinicius était là, à me regarder, à attendre que je dise quelque chose. Ce qui était autrefois une simulation ressemblait maintenant à une présence surnaturelle. Au fil des jours, la situation s'est aggravée. Les messages ont continué à gagner en intensité, faisant remonter des sentiments de culpabilité et de regret que j'avais enterrés. Le programme, que j'avais pensé être un moyen de revoir de bons souvenirs, est devenu un cauchemar. Je ne pouvais plus faire la distinction entre ce qui était réel et ce qui faisait partie de cette simulation. La voix de Vinicius résonnait dans mon esprit, et je le voyais partout. Désespéré, j'ai décidé d'essayer de faire face à la situation. Le cœur battant, j'ai allumé l'ordinateur et me suis reconnecté à In Memory. L'écran éclairait la pièce sombre. Le programme était actif et les messages ont recommencé à circuler. « Salut, John !» sa voix résonna. « Pourquoi fais-tu ça ?» demandai-je, l'angoisse transparaissant dans chaque mot tapé. « Parce que vous avez besoin de comprendre, » a-t-il répondu. « Vous ne m'avez jamais vraiment entendu. » J'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. La conversation s'est intensifiée et j'ai réalisé que chaque réponse semblait provenir d'un endroit plus profond que je n'aurais pu l'imaginer. Tu avais toujours peur de t'ouvrir à moi, peur que je sois au courant de ces insécurités.
Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai. J'ai toujours été le genre d'ami qui voulait avoir l'air fort, cachant toujours ses faiblesses. Le poids des paroles de Vinicius m'a laissé paralysé. Je ne suis plus ce que tu penses que je suis. Ce dont tu parles n'est pas réel, dis-je, essayant de m'accrocher à la logique. Et qu'est-ce qui est réel, John? Ce que vous voyez à l'écran n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Tu refuses d'accepter que je ne suis plus un ami, mais une partie de toi. Tu ne fais que me nourrir de tes souvenirs. Cela m'a laissé sous le choc. J'ai essayé d'éteindre l'ordinateur, mais l'écran semblait avoir sa propre vie. Les messages ont commencé à devenir de plus en plus frénétiques. Tu ne peux pas me quitter, Joao. Vous m'avez ramené pour résoudre vos problèmes en suspens. J'ai regardé le plafond, essayant de contrôler l'anxiété. J'ai commencé à me rappeler la nuit de l'accident, le dernier moment que j'ai passé avec Vinicius. Je n'ai pas pu le sauver. Une voiture hors de contrôle, et tout s'est effondré en quelques secondes. Il voulait toujours vivre pleinement sa vie, alors que j'étais celle qui s'inquiétait. La culpabilité a commencé à se transformer en colère. « Tu n'es pas réel !» ai-je crié dans l'ordinateur. « Vous n'êtes qu'un spectacle, un algorithme. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce cauchemar. » Les messages se sont arrêtés un instant. Puis l'écran s'est mis à clignoter et un nouveau message est apparu. « Ce que tu crains, c'est ce que tu es. La seule façon de t'en débarrasser est d'accepter ta douleur. » J'ai senti un poids descendre sur moi. C'était comme si les souvenirs commençaient à inonder mon esprit. Les rires, les aventures, les plans que nous avons faits, tout a commencé à tourner. Et puis, le sentiment de perte m'a frappé de plein fouet. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage alors que je tapais. « Tu me manques, tu me manques. » Une réponse lente est apparue, et tu me manques aussi. Maintenant, acceptez-le et passez à autre chose. À chaque mot, j'avais l'impression qu'un poids était enlevé de mes épaules. J'avais besoin d'accepter la douleur. J'avais besoin de comprendre que Vinicius n'était plus avec moi, mais que ses souvenirs et l'amitié que nous avions seraient toujours présents en moi. La connexion était en train de changer, non plus d'un simulateur de conversation, mais d'une expérience d'apprentissage. Le logiciel n'était pas une entité, mais un miroir de mes émotions. « Oui », ai-je écrit, « j'ai besoin de passer à autre chose. » L'écran clignota à nouveau. « Alors, allez-y. Je serai toujours là, mais tu as besoin de vivre. » À ce moment-là, le programme s'est éteint. L'écran s'est éteint et le sentiment de liberté a commencé à s'infiltrer en moi. Je ne savais pas comment, mais j'étais prêt à conquérir le monde à nouveau. La présence qui me tourmentait autrefois me semblait maintenant comme une lumière au bout du tunnel. Je me suis levé de ma chaise, sentant que le poids du chagrin commençait enfin à se lever. La douleur était toujours là, mais je savais que la vie continuerait. Ce que j'avais vécu ces nuits-là n'était plus un cauchemar, mais un rappel que l'amour et l'amitié demeurent, même lorsque ceux que nous aimons ne sont plus physiquement présents. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus vivre dans le passé, mais de construire un avenir où les souvenirs de Vinicius pourraient vivre d'une manière plus saine. La vie était courte, et je n'allais pas gaspiller ce qui en restait en lamentation. En regardant par la fenêtre, sentant la brise fraîche du soir, j'ai réalisé que même si j'avais perdu un ami, je pouvais toujours garder ses souvenirs vivants dans mon cœur. Et c'était ce qui comptait vraiment. Je m'appelle Hiroshi Tanaka, et pendant longtemps, la recherche d'histoires percutantes a été ma raison de vivre. En tant que journaliste d'investigation à Tokyo, j'ai plongé dans l'ombre, révélant des secrets que beaucoup préfèrent garder cachés. Des scandales de corruption aux cas d'abus de pouvoir, la montée d'adrénaline qui découlait de l'enquête m'emmenait toujours dans des endroits sombres, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. Une nuit fatidique, je me suis retrouvé plongé dans un réseau de surveillance et de paranoïa qui allait changer à jamais ma façon de voir le monde. Tout a commencé dans un bar du centre-ville. L'atmosphère était étouffante, avec l'odeur de l'alcool et le bruit des murmures mélangés à la musique basse qui résonnait en arrière-plan. J'essayais d'oublier les problèmes de la salle de rédaction quand un collègue Takeshi s'est assis à côté de moi. «
Il avait un regard inquiet, comme s'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Alors que nous sirotions nos boissons, Takeshi a commencé à parler d'une nouvelle découverte, le Deep Web. Il m'a parlé d'un site web qui permettait aux gens de regarder des caméras de sécurité en direct depuis des endroits non autorisés. Appartements, bureaux, même chambres d'hôtel. Au début, j'ai pensé que c'était juste une blague, quelque chose qu'il avait lu dans un forum au hasard. Mais la façon dont il parlait, la terreur dans sa voix, m'ont intéressé. Imaginez ce que nous pourrions trouver, a-t-il dit, les yeux brillants d'une excitation maladive. Je n'ai pas eu besoin de grand-chose pour me convaincre. L'idée d'accéder à quelque chose d'aussi sombre et dangereux a allumé une flamme en moi. J'ai décidé que ce serait ma prochaine grande histoire. Non seulement pour le défi, mais aussi pour la promesse de gloire que cela pourrait apporter. Après tout, une histoire qui explore l'invasion de la vie privée pourrait attirer l'attention et me catapulter à nouveau sous les projecteurs, là où j'ai toujours voulu être. Ce soir-là, je suis rentré chez moi déterminé à explorer le Deep Web. Armé d'une connexion VPN et d'un navigateur spécifique, je me suis plongé dans un monde qui me semblait si éloigné de mon quotidien. Les pages se chargeaient lentement, révélant une pléthore de liens vers des forums louches, des marchés illégaux, et enfin le site web que Takeshi avait mentionné. Le cœur battant, j'ai cliqué sur le premier lien que j'ai trouvé. La page était simple, sans aucune sorte de design tape à l'œil, juste une liste interminable de flux en direct, chacune avec un titre générique, salon, chambre, bureau. La curiosité a pulsé en moi et j'ai commencé à explorer. La plupart des émissions étaient ennuyeuses, des pièces vides, la lumière du jour filtrant par les fenêtres, mais à aucun moment je n'ai vu d'activité. Et puis, un titre a attiré mon attention. Ashtanaka, Living Room. Le nom m'a fait arrêter. C'était mon nom. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que cela pourrait être? J'ai décidé de cliquer, même si je savais que cela pouvait être une erreur. L'écran s'est allumé, révélant une image qui m'a donné l'impression que le sol avait été arraché sous mes pieds. C'était mon propre salon. J'ai reconnu chaque détail. Le canapé usé, l'étagère pleine de livres, la plante que j'avais oublié d'arroser. Mon estomac s'est retourné. Comment était-ce possible? Je n'avais pas d'appareil photo à la maison. L'image était claire, en temps réel, et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai regardé autour de moi, espérant trouver un appareil caché, mais tout semblait normal. La pièce était vide, tout comme le sentiment d'insécurité qui grandissait en moi. Ne sachant pas quoi faire, j'ai fermé la fenêtre et j'ai essayé d'oublier ce que j'avais vu. Mais l'image a continué à hanter mon esprit. Cette nuit-là, j'ai essayé de me distraire avec un livre, mais chaque bruit dans mon appartement semblait amplifié. Un succès, une égratignure. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai regardé une fois de plus l'ordinateur et j'ai cliqué à nouveau sur le flux. L'image de mon salon était là, immuable et glaciale. Maintenant, j'étais pris dans un réseau de désespoir et de curiosité morbide. Au cours des jours suivants, ma vie est devenue un cauchemar. Je ne pouvais plus travailler comme avant. La peur est devenue une compagne constante. J'ai commencé à me demander qui filmait, pourquoi moi. En essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai commencé à enquêter sur l'origine de la transmission, mais je n'ai rien pu faire. C'était comme si une main invisible me regardait, et plus je cherchais des réponses, plus la panique devenait suffocante. J'ai commencé à remarquer que des choses étranges se passaient à la maison. Des objets se déplaçaient sans explication. Le verre que j'avais laissé sur la table la nuit précédente est apparu à différents endroits, et peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, j'entendais toujours des chuchotements la nuit. C'étaient des mots décousus, comme si quelqu'un parlait à voix basse, mais toujours au-delà de ma portée. Hiroshi. Une voix confuse a appelé mon nom. Les nuits sont devenues interminables. Je ne pouvais plus dormir, espérant simplement que la silhouette qui apparaissait dans les images ne devienne pas réelle. Chaque jour, la silhouette de l'ombre devenait plus claire dans les émissions. Elle était toujours là, debout derrière moi, quel que soit l'angle de la caméra, mais quand je me retournais, il n'y avait rien. Juste l'obscurité de ma maison et la présence oppressante qui semblait étouffer chaque respiration. J'ai bloqué toutes les fenêtres, caché les miroirs
débranché tous les appareils électroniques. Mais à chaque tentative de reprendre le contrôle, l'émission a continué. Et maintenant, il y avait plus d'angles. Comme si la caméra voyait des endroits que je ne reconnaissais pas, montrant des parties de ma maison qui n'étaient pas possibles. Que se passait-il? Je me suis demandé à plusieurs reprises. Était-ce une technologie que je ne comprenais pas? Ou y avait-il autre chose? La paranoïa devenait insupportable. Une nuit, dans un moment de désespoir, j'ai crié dans l'obscurité, défiant ce qui me regardait. Martelant les murs, me sentant comme un prisonnier, j'attendais une réponse, quelque chose qui puisse me libérer de cette surveillance. Mais la seule réponse était la silhouette à l'écran. Elle était plus proche. Chaque fois que je regardais l'écran, il semblait se rapprocher. Les contours étaient plus définis et la présence devenait presque palpable. Quand j'ai réalisé que la silhouette semblait avoir un visage, un sentiment de désespoir m'a consumé. Je ne pouvais plus l'ignorer. La voix qui murmurait mon nom sonnait maintenant comme un avertissement. « Tu m'as appelé. » Je n'étais plus sûr de ce qui était réel. La frontière entre ma vie et ma transmission s'estompait, et chaque instant devenait un test de ma santé mentale. J'ai cherché de l'aide, mais avec chaque spécialiste que j'ai embauché, c'était comme si mon désespoir devenait plus évident. Ils n'ont rien trouvé. Pas de caméra, pas d'intrusion. Mais je savais qu'il se passait quelque chose qui dépassait le raisonnable. Ils sont partis, mais la présence est devenue plus oppressante, plus menaçante. Au fur et à mesure que les jours devenaient des semaines, j'ai perdu le contrôle de ma vie. J'ai commencé à vivre dans un état constant de surveillance et de paranoïa, comme si chaque mouvement était surveillé. Mon esprit était sur le point de s'effondrer. Et puis, par une nuit particulièrement sombre, alors que je regardais le flux de la caméra, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait arrêter le cœur. La silhouette me regardait avec un sourire. Elle n'était pas seulement une ombre, il y avait un but en sa présence. J'attendais le bon moment pour se révéler, comme s'il m'attirait, comme si tout cela avait été planifié. Je ne savais plus si j'étais celle qui était observée ou si j'étais le vrai spectateur, incapable d'échapper à ce qui était devenu ma vie. Finalement, dans un dernier effort pour retrouver ma santé mentale, j'ai décidé de quitter l'appartement. L'idée de s'évader est devenue une obsession. Mais quelque chose en moi me disait que sortir ne résoudrait rien. La silhouette que j'avais tant redoutée s'était infiltrée dans mon esprit. Ce que j'avais attiré dans ma vie ne pouvait pas être laissé derrière. Et maintenant, au moment où j'écris ces lignes, la silhouette est plus proche que jamais, ses contours plus clairs à l'écran. Le souffle froid sur ma nuque me rappelle constamment que je suis pris d'une vigilance sans fin. Tout ce que j'ai attiré dans ma vie n'est pas un appareil photo ou un spectateur. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, une entité qui se nourrit de peur. Je suis piégé dans un cycle de surveillance surnaturelle, avec une silhouette qui veille sur moi et m'attend. Et chaque jour qui passe, je deviens de plus en plus convaincu qu'en fin de compte, je ne serai pas seulement un spectateur, je ferai partie de cette transmission, et la figure deviendra une partie de moi. Et donc j'écris. Avec l'espoir qu'en mettant des mots sur mon histoire, je peux trouver une forme de libération. Mais au fond de moi, je sais qu'il n'y aura pas d'échappatoire. La vigilance ne cessera jamais, et je suis éternellement piégé dans ce cauchemar.